Alors, un couple est désuni par des forces astrales qui créent la confusion dans l'union. Là où la pensée positive échoue, comment le couple peut-il être réuni à nouveau? Ça va? Ta femme vient de le quitter. Bon, cesse de nous faire rire. Comment le couple peut-il être réuni de nouveau? L'humain n'est pas encore prêt à voir les choses telles qu'elles sont, ce qui fait que bien souvent, il va refuser d'ajuster sa pensée parce qu'émotivement, il aura de la difficulté à supporter la réalité intelligente, supramentale, espritique de sa conscience. La question n'est pas comment le couple peut-il être réuni de nouveau. La première question serait, y a-t-il l'intelligence de réunir ce couple de nouveau? Un couple est désuni par les forces astrales qui créent la confusion dans l'union. Là où la pensée positive échoue, comment le couple peut-il être réuni? Alors, si je serais un consultant au niveau des couples, je devrais poser la question, est-ce que les deux veulent recontinuer à fonctionner ensemble? Et bien souvent, l'un des deux le veut, cette personne fait le travail, tandis que l'autre ne suit pas trop. Donc, émotivement, elle envisage la réunion du couple, alors que peut-être que mentalement ou intelligemment, cette réunion ne devrait pas avoir lieu. Comment le couple peut-il être réuni de nouveau? J'ai fait une conférence, une initiation dans le couple. Ça explique déjà énormément comment réunir un couple, même si l'autre ne veut pas, tant qu'il y a de l'intelligence à l'union. L'intelligence à l'union d'un couple dissident, ce ne peut pas être des enfants. Ce ne peut pas être le bon vieux temps passé ensemble. Ce ne peut pas être rien de ça. Ça peut être la séparation du loyer en deux. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des raisons intelligentes. Le couple ne se sépare pas. Si les deux veulent fonctionner ensemble, il n'y a pas de problème. Si l'un des deux seulement veut travailler sur quelque chose tandis que l'autre a l'air à échapper complètement, on doit commencer à briser immédiatement avec la morale qui oblige l'humain à s'entretuer à vie au nom de Dieu. Lorsque l'homme et la femme ne peuvent plus construire ensemble, mais que maintenant ils détruisent au nom du fait qu'un jour ils ont construit, la morale devient satanique. Elle empêche l'humain d'avancer vers du neuf, elle empêche l'humain de se libérer des résidus de son évolution. Un jour, un homme rencontre une femme, ils s'aiment, raison émotive de s'allier. Peut-être qu'ils auront aussi des raisons intelligentes de s'allier ensemble, peut-être aussi qu'ils vivront d'un amour intelligent. À un moment donné, ça ne va plus. La femme, elle a changé. L'homme, il a changé. Nécessairement, ils ne sont pas nécessairement faits l'un pour l'autre après ces changements. Alors, ils vont vouloir faire des compromis, se tuant mutuellement un peu plus chaque jour, de façon à revenir dans un juste milieu qui n'est plus ce qu'ils sont, mais qui était ou qui est ce qu'ils étaient. Et lorsque l'un des deux souffre plus émotivement de la disparition ou de la dissidence de l'autre, il pose la question, comment réunir le couple? Demandez-le donc à l'autre, premièrement, s'il est intéressé honnêtement de refaire le couple. Parce qu'il faut bien comprendre que vous avez choisi un jour un homme ou une femme avec des raisons particulières. Vous n'auriez pas choisi quelqu'un qui ne veut pas de vous ou qui vous ferait souffrir. Maintenant qu'on l'a choisi, si un jour on n'en veut plus ou s'il nous fait souffrir, on continue à vouloir qu'il reste avec soi, ce qui n'aurait jamais été le cas avant de signer un pacte. Donc, si avant de vous marier, l'avoir connu comme il est aujourd'hui, vous ne vous seriez pas marié, c'était un bon prétexte pour cesser le mariage. Il y a évidemment énormément de contraintes morales, théologiques, émotives et sociales. Mais ça regarde les gens qui vivent en collectivité, ça regarde les gens qui veulent être bien vus par Dieu ou par les autres, mais ça ne regarde pas les gens qui veulent être bien vus par eux-mêmes. Comment le couple peut-il être réuni à nouveau? Les deux personnes doivent faire le chemin. J'ai fait énormément de conférences sur ce sujet.
Mais je répète que la première question fondamentale à se poser, est-ce que le couple veut être réuni ou si seulement l'un des deux veut être réuni? Bon, il y a énormément d'échos ici. Alors peut-être que des fois ça marche. Ça n'a pas marché encore là. Des fois ça marche. Bon. Ah ben ça a marché. Ah, vous voyez? La personne, donc, avant, elle doit envisager l'intelligence de conserver le couple, non pas pour elle, mais pour le couple. Les deux doivent être intéressés. Question très sérieuse. Daniel, tu as déjà dit qu'une personne qui se masturbe a des problèmes. Quels sont-ils? Ben évidemment, si j'ai dit qu'une personne qui restait avec une fille et qui se masturbait en même temps, qui avait certains problèmes, ça dépend avec gros du contexte où on l'a dit. Une chose certaine, c'est que chaque fois, et la masturbation, c'est extrêmement plaisant, n'est-ce pas? C'est aussi extrêmement utile. Alors, je n'ai jamais dit qu'une personne qui se masturbait cosmiquement avait des problèmes. J'ai déjà expliqué même que pour concevoir un enfant nouveau, la personne devait transmettre dans sa génétique sa propre évolution, étant donné que l'homme, entre autres, et la femme aussi, mais la femme, elle a un videment énergétique mensuellement, tous les mois ou bref. Donc, qu'elle se masturbe ou non, ça ne change rien au niveau de disons, des considérations énergétiques. Tandis que l'homme, lui, il transmet dans sa génétique son évolution comme la femme, et il canalise, c'est-à-dire qu'il va conserver l'évolution du moment lorsqu'il a créé les spermatozoïdes. Il ne sait pas quand il les crée. Alors, normalement, lorsqu'un homme veut concevoir un enfant avec une femme, il doit s'arranger pour obliger ses réservoirs spermatozoïdales à se reformer complètement et il doit s'arranger pour que ceux-ci soient re-remplis dans un état psychologique, psychomoteur, disons, relativement adéquat pour le mâle, ce qui fait que normalement, le mâle qui va avoir un enfant avec une femme devrait s'arranger pour se masturber, quelques fois, au moins un mois, mais pas tous les jours, pour vider ses réservoirs, pour obliger le corps à recréer des spermatozoïdes qui seront en affinité avec les conditions psychologiques de l'adulte, du mâle, et par la suite, ce sera préférable d'avoir un enfant avec ces spermatozoïdes-là, qui seront une réplique plus ajustée de ce qu'il est aujourd'hui que ceux qui l'ont conservé. Celui qui fait l'amour tous les semaines, il vide ses réservoirs tous les semaines. Sauf que lorsqu'il voudra avoir un enfant, si les spermatozoïdes ont été conçus, parce que ce sont des cellules qui se conçoivent à un moment donné, s'ils ont été conçus dans un état psychologique, disons, mal approprié de l'adulte, ça créera aussi des problématiques au niveau de l'enfantement. La masturbation n'est pas un problème comme tel. L'individu, évidemment, et c'est surtout la masturbation masculine qui peut devenir un problème, parce que l'homme, lorsqu'il éjacule, émet de la vie à l'extérieur de lui. Les spermatozoïdes, ce sont des entités vivantes complètes, et je ne parle pas de cela moralement, c'est pas comme si on mettait des enfants en poubelle, c'est pas moralement que j'en parle. C'est que l'énergie vitale nécessaire à la création de ces spermatozoïdes est énorme, ce qui fait que plus l'homme a des éjaculations inutiles, plus évidemment il s'épuise vitalement, et plus il s'épuise vitalement, plus il va vieillir corporellement, plus il va être fatigué. D'ailleurs, on sait très bien qu'un homme, après une relation sexuelle, demandez-lui pas de poser un cadre. Bon. Et à la longue, cet être humain-là finit par prendre de l'énergie vitale qui servirait à la mutation neuronique de son cerveau, au développement du centre laryngé qui va permettre un jour d'avoir une parole juste, ce qui fait que veut pas, à la longue, il étire lentement son évolution, ou il la rend plus souffrante. Donc, dans ce sens, celui qui a une masturbation inconditionnelle, régulière, parce qu'il n'a pas le choix, il est pris avec un problème de manipulation mémoriello-affectif qu'il devra peut-être régler à un moment donné. C'est ce que ça veut dire. Quels sont ces problèmes? Ce sont surtout des problèmes de déséquilibre énergétique. À l'époque où l'homme n'avait pas une conscience neuronique parfaite, aujourd'hui les enfants ont un développement neuronique d'adultes du 17e siècle ou du 15e siècle vers l'âge de 12 ans. Mais à l'époque, lorsque les adultes ou les enfants de 3, 4, 5, 6, 700 ans, 800 ans, 900 ans, lorsqu'ils se masturbaient régulièrement, ça créait de maudits problèmes, ça les rendait ce qu'on appelle arriérés mentales, c'est-à-dire que ça empêchait complètement la finalisation de la programmation neuronique. L'adulte aujourd'hui, donc les enfants d'aujourd'hui, auront fini leur programmation neuronique vers l'âge de 30 ou 40 ans. Ça, c'est ici, ça cesse d'évoluer. Alors, si on prend un enfant d'aujourd'hui qui, à l'âge de l'adolescence, commence à se masturber régulièrement, étant donné que la majorité de sa structure neuronique d'adulte est complétée, il manque évidemment une structure logistique, une structure d'intelligentiation des choses, mais ça ne paraîtra pas trop au niveau de l'efficacité sociale.
dans là, quelques centaines d'années, lorsque l'individu commençait à se masturber, lui, il n'avait pas encore une neuronique suffisamment puissante pour être socialement adéquat. Donc, il prenait de l'énergie vitale qu'il gaspillait, ce qui pouvait engendrer un ralentissement ou un arrêt complet de cette maturation programmative des neurones, des actions entre les neurones qui établissent des cheminements neuroniques au niveau du cerveau, ce qui amenait certaines formes de problématiques mentales. Maintenant, aujourd'hui, la masturbation rend plus fou. Elle rend peut-être sourd, remarquez bien, mais plus fou. Alors, ce sont tous des problèmes au niveau de l'énergie, de la mutation. Désirons-nous une pensée juste ou une pensée satisfaisante? C'est en plein ça. Satisfaisante étant un mot injuste, on a la réponse. Je crois plus au hasard qu'à ton censeur qui nous dirige, mais j'aimerais y croire. Alors, croisez. Le hasard, c'est intéressant. Le hasard, c'est déterminé par l'orgueil de l'homme. Tout ce que l'homme n'arrive pas à contrôler, si ça arrive malgré lui, c'est le hasard. Ou Dieu. Bon. L'un des deux explique le phénomène. Il se trouve qu'il y a des êtres humains qui, apparemment, sont capables. Prenons l'exemple d'un joueur de hockey qui est toujours là où la rondelle s'en va se perdre. Hein? On appelle ça des étoiles. Est-ce qu'il prévoit? Il s'en fout. Il patine. Mais pourquoi sont-ils toujours là au bon moment? Parce qu'ils ont cet instinct de joueur de hockey. Et cet instinct de joueur de hockey est justement cette instantanéité qu'ils développent lors du jeu et ajustée à peu près juste au jeu. On a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui, par contre, vont être ajustés au bon bargain. À un moment donné, ils vont quelque part et c'est toujours parfait. Quand ils vont acheter des choses, c'est toujours d'un spécial. Ils vont des marchés aux puces, ils trouvent ce qu'ils veulent. Les autres, ils trouvent rien. Quand ils vont acheter, ils payent le plein prix, etc., etc., etc. Alors, il y a donc celui qui, inconsciemment, est toujours à la bonne place. Le hasard. Je faisais une expérience de télépathie à un moment donné dans un des séminaires que je donnais. Une personne ne croyait pas que ça fonctionnait. Alors, je dis, aucun problème, on va trouver que ça marche pas. On prend des cartes. Et puis, on en prend une, et puis elle doit trouver laquelle. Alors, elle a une erreur. On brasse, on recommence. Deuxième erreur. Ça marche pas. On brasse, troisième erreur. On brasse, quatrième erreur. On brasse, elle l'a. 4 sur 1, hein? Bon. On brasse, cinquième erreur. 5 sur 1. Ça preuve, ça marche pas. Alors, je lui ai dit, là, elle était convaincue. Alors, j'ai pris le tableau, puis j'ai commencé à faire des trucs mathématiques. 5 erreurs contre une réussite. C'est la preuve que la télépathie marche. Pour la faible raison qu'il est mathématiquement impossible de faire 5 erreurs contre une réussite. Si ça ne marche pas, ce sera égal, 3 à 3, si on parle de hasard. Sinon, c'est que ça marche, ton ego fait tout pour que t'aies tort. C'est pour ça que tu as plus d'erreurs que de réussites. C'est mathématiquement impossible. Prenez un dé à 2 faces et lancez-le 10 fois. Il y aura 6 sur 4 ou 5 sur 5, et jamais 5 sur 1. Et quand on fait des pratiques de télépathie, ah ben là, ça marche moins que ça réussit. Quand l'ego veut pas que ça fonctionne. Alors, la preuve qu'elle avait juste des erreurs était la preuve que ça marchait. Le feeling, la sensibilité. Il y a un des PMC, je crois que c'est PMC 4 ou 5, où les élèves apprennent le cumberlandisme, à découvrir ce qui est caché. Alors, on prend 5-6 personnes qui cachent une chose. Il y en a un dans l'autre qui cache quelque chose derrière lui. Et l'élève rentre dans la pièce, il va savoir lequel il cache pas. Celui qui arrive jamais à le trouver, c'est parce que ça marche. Mais il peut pas supporter que ça marche, ce qui fait qu'ils se font plus même. Et à un moment donné, il y a des individus qui, finalement, arrivent toujours à trouver où ce que c'est. C'est le hasard. Appelons ça le hasard, mais sachons que le hasard, ça se développe. Pourquoi est-il permis qu'un fou tue du monde innocent? Bon, premièrement, ce n'était pas un fou. C'était un être humain manipulé. L'alcool aide énormément. L'orgueil aussi. Puis quand on se prend en sérieux aussi. Alors, cette personne fait sans doute référence à ce qui est arrivé dernièrement dans la ville de Québec, où 4 personnes ont été tuées par un militaire. On peut évidemment expliquer que la fonction d'un soldat, normalement, c'est de tuer. Bon. Ça peut être une explication. Il n'y a jamais d'innocent qui meurt. L'homme ne comprend pas encore parce que l'homme se prend trop au sérieux parce qu'il a trop d'orgueil. Et ça, c'est un cercle vicieux. Plus il se prend au sérieux, plus il a de l'orgueil. Plus il a de l'orgueil, plus il se prend au sérieux.
ce qui fait que finalement, il attache une importance majoritaire à sa présence sur la planète, ce qui l'empêche complètement de comprendre que l'être humain est régi par un cadre écologique. Une balle perdue traverse la rue et vient vous frapper. Vous n'êtes pas une innocente victime. Vous êtes une victime. Les 4 personnes qui sont décédées vous servent. Elles ne veulent pas, ça n'a aucune importance. L'homme n'a pas de libre arbitre. Si l'homme aurait un libre arbitre, ces 4 personnes ne seraient pas mortes et le militaire a réussi à semer les policiers et les policiers auraient réussi à attraper le militaire. Évident. L'homme n'a pas de libre arbitre et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, il y a toujours, et je l'ai expliqué souvent, par exemple dans une famille, il y a quelqu'un qui comprend tout, qui marche, qui réussit, il y en a un qui comprend rien, qui coule, puis qui réussit pas. Bon, dans la majorité des cas des familles. Pourquoi? Parce que celui-ci, il paye, il assume un karma, il assume les résidus génétiques et psychogénétiques de sa famille de façon à empêcher l'autre d'en souffrir. Lui monte, et lui coule, parce que quand lui va réussir, veut pas, à un moment donné, lui va bénéficier. Tandis que si les deux sont au même niveau, ça risque d'avancer drôlement plus lentement. Dans une société, il y a des alcooliques, ce qui permet aux autres de foncer. Ils supportent une partie du karma collectif de notre société. Il y a ceux qui se font violer, enlever, kidnapper, battre, pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ils veulent vivre dans une société à karma noir et blanc, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui se trame dans une ville comme Québec ou Montréal, il y a énormément de misère à payer. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui devront bénéficier des bonnes choses, mais qu'irrémédiablement, il y aura des humains qui devront bénéficier des mauvaises choses. Pourquoi moi? Parce qu'il en faut un. C'est bien simple, c'est juste ça. Alors, il y a à un moment donné 4 individus, donc deux personnes, qui prennent 2 autostoppeuses dans leur automobile, et ils décident d'aller manger au restaurant ensemble. Alors, ils virent de bord, et ils s'en vont gaiement. Et à un moment donné, il y a un soldat qui s'en va gaiement lui aussi, et puis c'est prouvé, Einstein le dit, 2 choses matérielles ne peuvent occuper le même espace dans le même moment. Alors, évidemment, la théorie est éprouvée à Québec. Et étant donné que les corps ne sont pas capables de résister à ce genre de choc, la réalité qui frappe, eh bien, ils sont morts. Ils sont morts pour empêcher des problèmes. Ça paraît con, ça paraît stupide. L'enfant qui naît handicapé ne paie aucun karma des vies antérieures. Ce sont les parents qui payent un karma des vies présentes. L'enfant n'aura pas à s'occuper de lui. Ses parents sont pognés avec. Mais pourquoi naît-il handicapé? Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Ben, c'est ça. L'autre qui voulait être handicapé s'est posé la question. Ben, ça n'a pas été lui, ça a été un autre. Et à un moment donné, il faut que ce soit quelqu'un. Alors, il vient handicapé, pourquoi? La thalidomide, qu'est-ce que ça l'a fait, la thalidomide? Ça l'a créé des enfants qui avaient des membres manquants. Pas de jambes, pas de bras ou à moitié. Quel karma les enfants payaient-ils? Le karma de la société. C'est la société qui les a rendus comme ça. Pourquoi la société s'en occupe-t-elle? Pourquoi la société s'occupe-t-elle tant des problèmes de ce genre? Des alcooliques, des ceci, des cela? C'est parce que la société est inconsciemment athée. Il y en a à un moment donné qui commettent des meurtres, ils ne sont pas des meurtriers. Commettent des vols, ils ne sont pas des voleurs. Commettent des viols, ils ne sont pas des violeurs. Ils payent un karma collectif. Le Québec, présentement, grimpe et marche. À un moment donné, il y aura des problèmes sur la planète Terre qui seront causés parce que le Québec se sera sorti de son marat. Le Québec n'engendrera pas ces problèmes volontairement. C'est essentiel, ça va être comme ça. Présentement, il y a des pays qui mangent ils mangent du blé. Bon. Et ils souffrent énormément. Cela permet de supporter un karma planétaire qui permet à d'autres nations, comme les nôtres, d'avoir la paix. Enfin, d'être libérés de ces problématiques. Ces innocents ne sont pas morts innocemment. Il y a des actions qui sont en train de s'accomplir. Il n'y a pas de prédestiné au niveau de l'homme. Plus l'être humain se laisse embarquer sans voir le feeling de ce qui arrive, plus il reste assujetti à une manipulation qui fait qu'à un moment donné, lui est pris, puis lui passe là. Puis l'autre est pas pris, puis l'autre passe pas là. C'est pas une destinée réelle, c'est-à-dire que si l'être humain a une destinée, celui qui bâtit la destinée ne sait même pas à qui s'applique la destinée. Mais un jour, un humain devra mourir là. Qui? On s'en fout. Mais un jour, un humain mourra là. Alors, vous êtes 3 à vous rapprocher de l'endroit. Celui qui aura le moins de feeling mourra là. Pourquoi?
parce qu'au niveau cosmique, en regard de l'évolution locale planétaire, il y a des choses qui doivent être accomplies pour nourrir le monde de la mort, pour supporter le monde de la mort, pour supporter un karma collectif qui retarde des guerres, etc., etc., etc. C'est pourquoi des choses comme ce qui est arrivé à Québec arrivent, et c'est pourquoi ça va continuer à arriver. Les innocents ne meurent jamais. Pourquoi y a-t-il une rareté de naissance au Québec et aux États-Unis? Y a-t-il un but recherché? Bon, j'ai déjà expliqué dans la conférence des Québécois une race à part. Tout le monde était insulté parce qu'il pensait que j'étais traité de cochon. Mais enfin. Pourquoi y a-t-il une rareté de naissance au Québec? Pour la simple raison qu'inconsciemment, l'homme nord planétaire, surtout du Québec, Canada, les États-Unis suivent, ils n'ont pas le choix, mais surtout au Québec, vit une mutation. Lorsque je parle de mutation, je veux dire par là que le système de programmation axonique, les fils électriques qui relient les neurones, sont en train de se reformer, de façon à ce que la conduction neuronique cérébrale de l'homme, qui se fait présentement d'une façon chimio-électrique, se fasse d'une façon électrique prochainement. La conduction chimio-électrique, elle est lente. Et en plus, elle est altérable par l'alcool, par les sucres, par les drogues, par les problèmes physiques. La conduction électrique, elle est drôlement plus rapide, et même si une personne se droguerait ou prendrait de la boisson, ça ne changerait rien à sa conscience, ce qui n'est pas le cas présentement. Cela va permettre au cerveau de recevoir de plus en plus de connaissances et de conscience sans qu'il y ait de problèmes de stress psychologique, de stress de l'évolution. Étant donné que l'homme, présentement, ne veut pas, l'homme qui est la femme qui sont en transition, j'appelle les hommes transitifs, s'ils engendrent des enfants, ils ne donneront pas à leurs enfants un corps physique aussi adéquat qu'ils pourraient le faire. Donc, ils obligeraient des réincarnations pluralitaires d'entités qui ne sont pas ou qui n'ont pas à être admises présentement au Québec. Le Québec est une terre privilégiée. Premièrement, elle est sur le bouclier canadien, qui porte le nom ésotérique de Québec, K-E-B-E-K, connu depuis l'Antiquité en Europe aussi. C'est une terre de plus en plus promise, et qui inconsciemment pousse l'immigration vers le Québec. Mais ceux-là ne resteront pas longtemps. Seuls ceux qui sont nés ailleurs et qui sont québécois, énergétiquement, vont rester ici. L'individu qui, sans cela, sait aussi qu'un jour, il devra enfanter des corps physiques suffisamment adéquats pour que ceux qui vont les habiter soient des êtres suffisamment nouveaux. C'est du Québec que dans les prochaines décennies va partir l'information planétaire. C'est l'une des rares nations ou l'une des rares endroits sur la planète qui n'a pas encore vécu d'apothéose. Le Portugal l'a vécu, colonisant la majorité des Amériques, et d'autres ont eu d'autres possessions. L'Angleterre, on le sait très bien qu'elle a déjà possédé, elle a été une nation puissante sur la planète. La Mongolie, la France, l'Espagne, l'Égypte, on peut toutes les nommer. La seule terre qui n'a pas eu cela est le Canada. Il y a les États-Unis et la Russie, qui n'ont peut-être pas eu encore leur grande folie, mais ça peut venir. Le Québec va suivre. Lorsque l'être humain vit, il cellularise son évolution, c'est-à-dire qu'il transmet à sa génétique, il transforme son code ADNique, l'ADN de ses cellules, et à un moment donné, ce qu'il devient lui, pourra être transmis génétiquement. Et lorsque l'humain québécois, entre autres, aura suffisamment cellularisé son changement, ça va se faire dans les 10-15 prochaines années, là, par la suite, il aura des enfants. Pourquoi les jeunes aiment les enfants, mais n'en veulent pas? Ils ne savent pas trop. Tout le monde aime les enfants, mais ils n'en veulent plus. On pourra parler du coût de la vie. C'est faux. Parce que, v'là 15, v'là 30 ans, avoir 6 enfants, ça coûtait drôlement plus cher. C'est-à-dire que ça coûtait moins cher en chiffres, mais il en restait mauditement moins à la fin du compte qu'aujourd'hui. On peut dire que c'est parce qu'on veut vivre plus notre vie. C'est involontairement vrai, inconsciemment faux. On veut attendre d'être prêt. Et attendre d'être prêt, l'humain pense que c'est émotivement. Il sera prêt émotivement quand il sera prêt neuroniquement, cellulairement. Alors c'est simplement pourquoi il y a de moins en moins de naissances. Cela permet l'immigration, permet donc, parce qu'il y a des changements de cycle qui viennent, et il y a énormément d'individus qui ont le feeling que le Québec nous a promis. Alors ils se garochent ici, puis ils trouvent rien. La promesse est franchement farfelue. Sauf quelques rares individus qui aiment. Ceux-là sont québécois, même si on venait au monde ailleurs. Et il y en a d'autres qui vont simplement migrer vers l'extérieur. Alors, faut pas paniquer d'immigration, ça va être passager, et d'ici quelques dizaines ou 15 ou 20 ans, les Québécois vont recommencer à avoir des enfants. J'ai retenu que les peuples anciens possédaient le savoir instantané, et les gens pouvaient, par exemple, reconnaître les plantes comestibles, considérant que par ce savoir, ils étaient supérieurs à nous,
Qu'est-ce qui a retardé ou empêché leur évolution vers les technologies, les outils et les moyens que nous connaissons aujourd'hui? Bon. Les peuples de l'Antiquité n'avaient pas accès au savoir instantané. Certains élus, si on peut les appeler comme ça, avaient accès. Soit le sorcier, qui lui acceptait de détruire son corps par la drogue, de façon à augmenter la vibration de son cerveau, pour entrer en contact avec des esprits un peu plus ajustés, soit des esprits belzébusiens, des esprits vitaux de la planète, soit des esprits, disons, colorés de l'énergie supramentale. Sauf qu'il ne pouvait pas y avoir accès consciemment, volontairement, n'importe quand. Il devait soit transpirer avant, passer par un rituel relativement compliqué, une purification corporelle et bien souvent l'ajout de drogue. Les quelques rares élus qui n'ont pas eu à passer par là étaient reliés à des phénomènes melchisédiens, des catalyseurs de l'évolution, connus un peu dans l'Antiquité sous le nom des Melchisédèques. Aujourd'hui, la mutation est là de nouveau que la collectivité, individuellement, y aura accès. Autrement dit, celui qui se drogue pourra temporairement avoir le feeling d'être proche, mais aujourd'hui, celui qui se drogue risque fortement de ralentir son évolution parce qu'il oblige les formes énergétiques de lui permettre un contact avec son esprit, alors qu'il ne permet pas au corps physique de se transformer pour accréditer à jamais ce contact. Donc, dans l'Antiquité, certains personnages y avaient accès par la déformation du corps physique, ce qu'on appelait aussi souvent l'initiation matérielle, l'initiation. Et aujourd'hui, il y a des individus, Krishnamurti a été relié à son esprit. Aurobindo et Mère l'ont été presque. Mais Krishnamurti, il n'avait pas besoin de prendre de drogue pour parler. Il n'avait qu'à parler. On lui posait des questions, il répondait. Et il y en a 2-3 grandes gueules au Québec, et il y en aura de plus en plus. Alors, l'Antiquité, certains élus y avaient accès. La nature favorise-t-elle grandement l'apprentissage de la pensée juste? Si on ne prend pas plaisir à la nature, oui. Pourquoi la Vierge Marie est-elle apparue seulement à Fatima? Bon, premièrement, la Vierge Marie n'est apparue nulle part. La mémoire égrégorienne, ectoplasmique, de ce que l'on peut se rappeler du phénomène marial est apparue. Pas la Vierge. La Vierge Marie n'est pas apparue exclusivement à Fatima, elle apparaît partout là où l'être humain devient suffisamment crédule pour se voir réénergiser une croyance ou une foi dans laquelle il est en train de perdre son amour. La Vierge Marie est apparue dans plusieurs régions de la planète. Elle est apparue il y a de cela quelques 900 ans. Les premières apparitions mariales ont commencé surtout il y a 900 ans. Les premières réellement ectoplasmiquement présentes, celles qu'on aurait pu photographier. L'énergie vitale ectoplasmique des apparitions mariales est quand même suffisamment bougeante pour que les photos ne révèlent jamais quelque chose de net. Et tous les humains ne peuvent pas le voir parce que tous les humains n'ont pas cette sensibilité. Mais les apparitions mariales sont des manipulations données par le monde de la mort, de façon, on l'a vu un peu la semaine dernière dans la conférence, justement, la puissance du nom, de façon à obliger les humains à renourrir ce ciel. La Vierge est apparue à Walsingham, en Angleterre. Par la suite, elle est apparue à La Salette, en France. Je donne un petit exemple, pas juste à Fatima. Elle est apparue à Lourdes, à Pontmain, en France. Elle est apparue à Knox, en Irlande. Elle est apparue par la suite à Fatima, au Portugal. Elle est apparue à Guadeloupe, au Mexique. Elle est apparue à Boran et à Bonneux, en Belgique. Alors, on voit que ce n'est pas seulement à Fatima. Elle est apparue par la suite à Garabandal, en Espagne. Elle a visité, à un moment donné, d'autres régions, comme Robinsonville, aux États-Unis, à l'époque, les colons. Elle a visité d'autres régions. La Vierge est apparue continuellement dans des régions où l'humain était apte à la recevoir. Elle a visité des régions comme Poitiers-Voisin en France. Elle a visité d'autres régions comme Zaanstad en Égypte. Et on pourrait énumérer, je ne parle pas évidemment de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais on peut énumérer un paquet d'endroits où la Vierge Marie est apparue. La pensée juste, c'est le mental de l'homme, le savoir instantané, le supramental. Qu'y a-t-il après? J'ai le sentiment que la pensée juste
et la pensée positive du supramental. Est-ce cela? Vu du point de vue de la pensée positive, on peut dire que cela. Vu du point de vue de la pensée supramentale, absolument pas, parce qu'il n'y aura pas de pensée. L'ajusteur de pensée ajuste les choses. Lorsqu'il y a une fusion entre l'homme et l'ajusteur de pensée, l'homme ne pense plus, il parle ou il agit. Il exprime. Il ne pense plus, il n'a pas besoin. La pensée juste, c'est le mental de l'homme, le savoir instantané, le supramental. Qu'y a-t-il après? Bon, on l'a vu de temps en temps ce qu'il y avait après, jusqu'au fin fond de cette création. Il y a la pensée de l'âme, qui est régie par ses mémoires, et ça, ceux qui ne veulent pas le comprendre, observez que chaque fois que la pensée est dans votre caboche, il y a une mémoire en arrière. Vous vous rappelez des choses. Alors là, moi, j'ai inventé un nouveau vaisseau spatial. Le nouveau vaisseau spatial, tu l'as appris. Inventer le contexte mental qui permet une légifération. Ça reste assujetti à la mémoire. Suite à cela, le mental qui présentement est branché sur la mémoire, lentement avec l'ajusteur de pensée, se branche vers de l'intelligence instantanée. Il ne pense plus, il sait. Lorsqu'il en prend quelque chose et qu'on le lance sur un individu, il pense pas longtemps, il se tasse. S'il pense, il est en train de faire. Mais s'il se tasse, il n'a pas pensé, il s'est tassé. Ah, moi j'ai des bons réflexes. T'as pas des bons réflexes. De temps en temps, tu es juste suffisamment inconscient de ta pensée pour commencer à vivre. Je te tirerais une balle de fusil, tu l'éviterais aussi. Sauf que la balle de fusil va tellement te faire peur, tellement y penser, tellement savoir que ça se peut pas, que c'est évident que tu l'éviterais. Mais si je te dis que je suis un joueur de baseball, je lance ma balle de baseball à 300 000 à l'heure, je vais te la lancer, tu ne pourras pas l'éviter. Mais regarde bien que tu ne réussiras pas à l'éviter. Tu auras peur. La peur vient de la pensée. Tu penses quel va être le résultat quand tu l'envoies dans le niveau, hein? C'est ça qui fait peur. Mais lorsque l'être humain ne pense pas, ça fonctionne. Jouez au tennis, jouez au baseball, faites n'importe quoi, faites de l'escalade, sauter en parachute et pensez. Allez voir que pour avoir une pensée qui ne vous fera pas peur, il va falloir qu'il y ait de l'expérience du saut en parachute avant. Première fois que vous sautez, si vous commencez à penser, il faut qu'on vous pousse. Pensez pas, allez-y. Ouais, mais c'est comme un robot. Parfait. Mais les robots risquent de vivre moussement plus longtemps que ceux qui pensent et qui trippent sur le malheur. C'est pas robotisé. Vous êtes instantanément conscient de ce qui arrive quand ça arrive et ça vous suffit. Au-delà de la pensée, juste, il y a la conscience supramentale, la conscience instantanée qui permet à l'homme d'avoir conscience de plusieurs points de vue en même temps. Ce que je veux dire par plusieurs points de vue en même temps, c'est exactement comme présentement vous me voyez. Si vous avez accès à 2 points de vue, vous me voyez comme vous me voyez là, puis vous me voyez de dos. En même temps, sans problématique. Si vous avez accès à 300 000 points de vue, vous allez avoir l'impression de me voir sur tous les côtés en même temps, sans problème. Et si vous avez accès à une conscience supramentale pure, vous aurez accès à tous les points de vue en même temps, parce que finalement, vous aurez conscience que l'espace-temps n'est pas comme on pense qu'elle est, mais on peut y avoir accès sans problématique tout le temps. Si je dis que vous pouvez avoir accès à une vision qui est là, voir ça clairement, et à l'autre côté, voir ça clairement, à mélanger ça sans problème. Il y en a quelqu'un qui vont dire, ouais, ben moi, personnellement, on a des mots du problème à voir les deux côtés, puis à mélanger ça. Merveilleux! Allez voir un cheval, demandez-lui comment il fait. C'est pourtant ça qu'il fait. Parlons pas de la mouche. On sait, eux autres, ils peuvent. Ça s'appelle de mouche, hein? Mais ça en a des yeux. Ça a un œil avec des milliers de facettes. Puis ça additionne. La conscience supramentale vient après et permet à l'être humain de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Il ne peut pas mourir. Je parle de la deuxième mort, la pénétration du monde de la mort. Jamais ça va lui arriver. On l'a vu aussi une conférence sur comment survivre à sa mort. Ça, on va revenir. Il aura un corps éthérique finalement qui transplantera son corps biologique. Ce que Nazaréen a eu, ce que Lazare a eu, ce que d'autres ont eu. Et il y a d'autres paliers qui amènent l'humain au-delà de cette galaxie, qui l'amènent à avoir une conscience universelle, super universelle, créationnelle, puis encore plein d'autres choses. C'est trop long d'en parler là, mais on en parle un peu dans certains séminaires. De toute façon, à un moment donné, l'humain le saura. Mais ça commence pas là, ça finit pas là. Chose certaine, c'est que l'être humain a un rôle cosmique sur la planète Terre, celui de bloquer l'évolution expansive de l'univers. L'être humain est intentionnellement placé sur la Terre. Et malgré que tous les humains de cette planète ont oublié, et c'était essentiel qu'ils oublient leur provenance parce qu'ils n'auraient jamais voulu rester ici, malgré que l'humain ait oublié, il a volontairement décidé intentionnellement de venir ici, se terrestrifier. Par contre, la création est un accident. Et le rôle intentionnel de l'homme, c'est de corriger les choses.
Présentement, l'homme a comme fonction de créer un corps de matière qui est la densification la plus vache de l'espace-temps créé. Et là-dessus, il doit engendrer de l'énergie qui va pouvoir créer la vie dans la chose. Par la suite, créer de l'émotion pour pouvoir engendrer le mental, qui va permettre à l'intelligence, son esprit, d'avoir maintenant 2 pieds au sol sur la matière. Chaque fois que l'intelligence veut venir toucher la matière, elle est, donc elle devient matière. Ce qui oblige le rôle essentiel de l'homme, être capable d'être dans la merde, dans la matière si vous voulez, être capable en même temps d'avoir de l'émotion, d'avoir des désirs, d'être fourré par les limitations matérielles, puis en même temps d'avoir le feeling de l'évolution, puis finalement avoir la compréhension de l'écologie de l'intelligence, puis ça, c'est pas tout. Parce qu'à un moment donné, ce qui vous appartient va venir vous chapeauter. Et là, vous saurez. Pour savoir, il faut évidemment passer à la pensée juste, il faut passer par différentes choses. C'est ce que de toute façon tout le monde fait, que vous le fassiez ici ou à l'extérieur, vous n'avez pas le choix. Votre intelligence, par le biais de votre ajusteur de pensée, vous manipule. Souvent, l'être humain chiale et comprend pas. C'est normal, il y a une conscience non britique. Mais ça va venir que les yeux vont s'ouvrir. Pas les yeux biologiques. La conscience pluridimensionnelle. Et lorsque l'être humain aura cela, eh bien, il y a d'autres mécanicités qui vont être engendrées. On en a parlé, on va aussi y revenir. Pour l'instant, je crois que d'autres questions, on passe aux autres questions. Si avant le sommeil, on s'ajuste en onde d'état, de par les rêves, pouvons-nous recevoir des indications de notre ajusteur de pensée? Pour recevoir les indications de l'ajusteur de pensée dans le rêve, il est préférable de commencer à pratiquer ça dans la journée, donc réveillé. L'ajusteur de pensée qui vient donner des indications dans un rêve le fait à 90% dans les cauchemars. Sinon, non, ce n'est sans doute pas l'ajusteur de pensée qui vient fouiller. Qu'on prenne la vibration neuronique que l'on voudra, cela va engendrer le cauchemar. Sinon, on va se connecter, et les ondes alpha le permettent, les ondes theta le permettent, et cela nous permet de nous connecter aux mémoires supramentales dans le monde de la mort, ou aux mémoires supramentales astralisées, qui ont une saveur et une coloration presque pareilles à l'esprit pur, mais qui ne sont pas pures et qui sont limitées par la mémoire qu'elles contiennent, donc limitées par ce que certains vont dire un jour pour les remplir. La personne qui pratique réveillée a plus de chances que de pratiquer endormie. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce qui nous arrive, on n'est pas mieux placé pour fonctionner que lorsqu'on peut s'en rendre compte. Était-il nécessaire que le Christ se fasse transpercer le côté d'une lance par un soldat romain sur la croix? Pourquoi, si son Père était Dieu, il a permis jusqu'à cela? Bon. Premièrement, le Père du Nazaréen, ce n'était pas le Dieu que lui-même prit. Lorsque le Nazaréen n'avait rien compris, lorsqu'il n'était que de l'ego de Jéhosua, le fils de Joseph, il appelait cela son Père dans le ciel. Lorsque le Nazaréen a commencé à avoir une parole juste et à se relier à son esprit par le biais de son ajusteur de pensée, il a commencé à parler de son Père dans les cieux. Le ciel, c'est le monde de la mort dans lequel vont voguer les âmes et dans lequel flottent toutes les divinités créées à l'image et à la ressemblance de l'homme pour l'homme. Lorsque le Nazaréen a commencé à parler des cieux à l'homme, il parlait de l'esprit, le premier palier, le plus bas des cieux, le contact supramental, l'énergie christique. Alors, Jéhosua est devenu christifié. Il peut donc s'appeler Jésus le Christ, ou le christifié. Lorsque il est mort sur la croix, lui est parti, il a quitté le corps de Jéhosua, abandonnant l'ego de cet enfant qui n'avait pas maturisé dans ce corps d'adulte. Et lorsque le Nazaréen est parti fouiller dans le monde de la mort, ce que la théologie va relater comme étant la descente aux enfers, lorsque cela va se faire, il va rester une entité égoïsée dans le corps du Nazaréen. Et cette entité-là ne se trouve plus et elle crie « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle ne parle pas de Dieu, elle parle du Nazaréen, du Christ qui est plus là-dedans. Le Christ va revenir chercher le corps, c'est pourquoi le corps disparaît dans le tombeau, il n'est pas sorti, il a été éthérisé. Donc le Christ, le Nazaréen, avait donc son double éthérique à cette époque. La lance, le soldat romain, Longinus, qui a percé la côte du Nazaréen, a simplement accompli une chose qui n'est pas vache, une chose qui était essentielle. Il devait, avant que le phénomène christique du Nazaréen ait quitté le corps physique, aller nourrir, chercher. La lance était fabriquée d'un métal mélangé à de l'argent, à du cuivre et à de l'or, la pointe de cette lance.
Ce n'était pas n'importe quelle lance, c'était une lance qui avait servi déjà à d'autres empereurs romains, et elle était surtout symbole d'autorité. Lorsque Longinus est venu avec cette lance, il avait le symbole, il avait l'autorité de la crucifixion, de vérifier les choses. Lorsqu'il s'est approché, on devait briser le corps du Nazaréen, c'est-à-dire que les prophéties avaient annoncé que son corps ne serait pas brisé, alors que normalement on brisait le corps des crucifiés pour qu'il meure. Le Nazaréen, lui, n'est pas mort conventionnellement, il est mort avant le terme, il n'est pas mort essoufflé, asphyxié, comme normalement les autres le font. Étant donné qu'à la Pâque, on ne peut pas laisser les crucifiés sur la croix, il devait être brisé. Et lorsque la prophétie annonçait qu'elle ne serait pas, les prêtres pharisiens de l'époque s'étaient bien arrangés pour qu'on le brise. Longinus, manipulé, avance avec cette lance et perce la côte du Nazaréen, mêlant le sang du Nazaréen. Le sang, j'ai déjà expliqué que c'était le transporteur hormonal de l'émotion de l'homme. L'émotion humaine est vécue dans le corps par le système hormonal. Trop d'adrénaline, le corps accélère, on transpire, on rougit, on blanchit, etc. Le sang, le système endocrinien est relié à l'âme et l'ego s'exprime par le biais de l'hypothalamus et du système hypophysaire dans le corps par le système endocrinien. En plantant la lance, ce métal, or, cuivre et argent, extrêmement grand conducteur d'énergie vitale. D'ailleurs, on sait très bien que les acupuncteurs se sont servis pendant longtemps des aiguilles d'argent ou d'or pour fonctionner avec l'énergie vitale. En faisant cela, la lance allait s'imprimer d'une partie christique du Nazaréen, la conservant sur la planète Terre, alors que le Nazaréen quittait celle-ci, laissant à Lazare le soin de poursuivre le travail. Et à Pierre, le soin de camoufler le travail de Lazare. Bon. Lorsque cela est fait, il y a du sang qui coule, il y a un peu d'eau, c'est-à-dire que le cœur ne fonctionne plus. Donc, les lymphes commencent à se ramasser, et on a une preuve collective de la mort du Nazaréen, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune raison que les prêtres aillent briser ses os. Donc, la prophétie s'accomplit, mais surtout cette lance, qui par la suite va appartenir à différentes dynasties de grands empereurs, parce que celui qui possède la lance de Longinus, la lance sacrée, possède le monde. Le dernier à l'avoir possédé, la dernière dynastie, a été celle des Habsbourg, des Autrichiens. Et la dernière fois que la lance a été vue, elle était dans une vitrine d'un musée en Autriche, jusqu'à temps qu'Adolf Hitler aille la chercher. Adolf Hitler l'a cachée à Berlin, en dessous du grand centre SS. Et c'est le général Patton qui l'a découvert, qui l'a sorti de là. Une copie a été faite de la lance. L'original est maintenant aux États-Unis, caché avec d'autres phénomènes intéressants, et la copie est retournée dans le musée des Habsbourg en Autriche. Après le procès de Nuremberg, l'Autriche a demandé à revoir la lance, et Patton a été le seul fou qui a reconnu cette lance comme étant quelque chose de puissant. Alors voilà pourquoi c'était fait, et prochainement la lance appartiendra encore à quelqu'un qui est déjà aux États-Unis et qui a déjà porté le nom du comte de Saint-Germain. Quelle est la différence entre la logique et la pensée juste? La logique est la pensée juste à l'exclusive condition qu'elle ne soit pas logique de façon à servir l'ego et l'émotion. Quelqu'un qui dit « Ah oui, mais regarde, c'est beau, c'est logique. » Bon, ça c'est pas de la pensée juste. Alors, la logique, ça peut être de la pensée juste à la condition qu'elle ne soit pas là pour servir les désirs de l'ego. C'est logique qu'on ait de l'argent, tu sais, on en a besoin. Mais non, c'est pas logique pantoute. L'argent, c'est du temps et de la matière, c'est de la vie. C'est intelligent. Une pensée logique, on ne peut jamais dire. Quand on parle de pensée logique, je répète, c'est de la pensée juste ou intelligente, conséquentielle et écologique, seulement si elle ne sert pas le désir égoïque de l'ego. C'est bien évident que tu peux avoir une pensée logique et juste qui est en même temps appelée à l'ego. Parfait. Mais c'est là que c'est dangereux, parce qu'on ne sait plus. On sait savoir ou non. Normalement, quand une personne me dit, moi, j'aimerais me lancer en affaires, tu sais, je vois toute l'intelligence de ça, là, puis je sais pas si je devrais, si c'est un jeu d'astral ou non. Moi, je lui dis, il n'y a aucun problème. Quand ça te tentera plus, ben, réobserve si tu le fais. Ça te tente plus émotivement, puis tu vois encore l'intelligence, fais-le. Ça va sans doute marcher. Si t'as plus le feeling, tu regardes, t'en vois plus l'intelligence, voilà, tu te refais avoir. Ta logique aurait été émotive. Tout percevoir instantanément a aussi ses inconvénients. Il est difficile de percevoir et de ne pas réagir émotivement, de ne pas se sentir responsable. Comment fait-on pour voir moins clair?
Pour voir moins clair, faut simplement plus tenir avec. Comme ça, on verra plus clair. On va voir Daniel, on va voir. Tout percevoir instantanément a aussi ses inconvénients. Non. C'est comme si vous aviez une automobile qui marche bien. Tu sais, avoir une automobile qui marche bien, ça a ses inconvénients, on roule plus vite. Alors, comment puis-je faire pour qu'il y ait des problèmes mécaniques? L'inconvénient, c'est pas l'automobile qui marche bien. L'inconvénient, c'est le chauffeur. Tout percevoir instantanément a aussi ses inconvénients. Il est difficile de percevoir et de ne pas réagir émotivement. L'inconvénient, c'est pas de voir clairement. L'inconvénient, c'est d'émotiviser la vision. Ayons une pensée juste. Là, c'est de l'ego qui pose la question. L'ego ne se met pas en faute. Il met en faute la vision. La personne devra s'anégoïser, briser l'idée de la culpabilité. J'ai déjà fait 2-3 conférences, il y en a plein qui vont dire, bon, un autre, la culpabilité. Sentez-vous pas coupable. Mais faire un tour pareil. Parce qu'en parler et finir par briser ce mécanisme, c'est autre chose. Comment ne pas réagir émotivement? C'est essayer de nous prendre au sérieux. À un moment donné, moi, je m'en vais sur un appel, lorsque je travaillais pour Urgence Santé. C'est une noyade, c'est un enfant de 8 ans. Bon, alors je vois tout. Je vois qu'il n'y a rien à faire. Je vois que c'est parfait ce qui arrive. Puis émotivement, je vois rien pantoute. Tout ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on fasse tout. Alors on commence à travailler, on fait ceci, on fait cela, on fait cela, on fait cela. Puis en même temps, je vois que ça s'amuse. Là, présentement, on s'organise pour supporter l'émotion des parents, du monde autour, puis de mon chum qui est ambulancier, du médecin puis de son technicien. Parce qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire, tenons dans nos véhicules, allons manger, allons dîner, allons répondre à un autre appel, mais là, on s'amuse, on perd du temps. Quand on se prend au sérieux, eh bien, on vient bleu-noir de voir qu'on a raison. Après 1h30, t'abandonnes tout, il ne s'est rien passé. T'es mort. Puis là, tu te maudis de l'avoir su. Et évidemment, l'humain se fait suffisamment culpabiliser pour se dire, c'est peut-être mon pensée qui l'a tué. Non. Tout le monde voulait sauver, sauf toi. Ils sont une gang, puis tout seul. Si ça marche, ta pensée, ça marche la leur aussi. Donc, il aurait dû le sauver. Quand l'humain voit une chose, nécessairement, vu qu'il voit juste l'objet de la chose, mais qu'il n'en voit pas l'intelligence, il maudit de voir. Il maudit sa vision. Et ça fait partie de la souffrance mentale de la personne transitive. Et là, de l'ego, elle commence à voir. Moi, là, je veux juste voir si mon fils qui est en retard va arriver. Ah, il va arriver. À un moment donné, ah non, il n'arrivera pas, il y a un accident. Et là, la vision, tu l'as tué. Là, tu vas vérifier et tu as raison. Il est à l'hôpital. Et il y en a énormément d'individus qui, justement, n'ont pas de vision claire. Pourquoi? Parce que leur ego ne serait pas capable de supporter la vision. Alors, c'est préférable qu'ils la prennent sur le tas. Alors que l'autre personne va essayer de vouloir voir s'il va y avoir un accident pour intervenir pour l'empêcher. Il verra jamais clair, lui. Jamais. Il n'y aura pas d'accident. Fait qu'on va y en faire voir un, il va courir pour l'empêcher, il va réussir. Mais il n'y aura pas eu d'accident. Il y en a qu'à voir une pour qu'il y ait l'impression de faire quelque chose. Ça l'occupe. Alors, le fait d'avoir une problématique à trop voir clair, parce que ça nous fait chier en termes québécois, c'est le terme le plus juste qui existe, je crois, sur la planète. Le problème, ce n'est pas ça, c'est la digestion. Ce n'est pas le fait de voir clair. Comment on arrive à passer? Il y a des souffrances, il y a des moyens d'adoucir la transition, il y a plusieurs choses qui doivent se faire, mais moins l'humain se prend au sérieux, plus facilement il va voir clair, puis parce qu'il est anégoïquement humble, moins il aura à souffrir. Tu vois ça, tu vois qu'il va y avoir ceci, il va y avoir cela, ben tu dis parfait, si je le sais, il y a une raison. Pas pour l'empêcher, moi, je vais me tasser. C'est tout. Parce que le temps que tu prends à expliquer à quelqu'un qu'il y a un météore qui tombe, puis que lui ne croit pas, ben si tu arrives à le convaincre, tu risques d'être petit avec lui en dessous. Tu dis à tout le monde, ça sent mauvais, je m'en vais. On te demande pourquoi. Le ciel est pas convenable. T'en as en masse dit, va-t'en. Là, la gang, le ciel est pas convenable. Bon, ceux qui voient, ils vont voir, ceux qui voient pas verront pas, puis ceux qui plus là. C'est sont là que l'humain doit apprendre à se taire, en parlant. On voit clair, puis on souffre égoïquement.
observez votre égoïsme, votre orgueil et le fait que vous prenez au sérieux, puis lentement, ça va arrêter. Sinon, ça n'arrête pas, mais dans 10 ans, promis, ça plie. Est-il envisageable d'accepter comme pensée juste une perception de ce qu'on devrait faire qui comporterait énormément de frustration? Non, ça, c'est une initiation, une auto-initiation qu'un humain veut se faire. Si ce qui doit être fait est conséquentiel et intelligent, en plus, ça l'amène des frustrations égoïques, ça, je m'en fous. Mais la personne ne doit pas penser que c'est une pensée juste parce que ça l'amène des frustrations égoïques. Genre de frustration, les personnes qui, à un moment donné, se font jouer un tour par leur fauteuil ou par leur chaise. Il y en a qui connaissent ça, mais ça arrive de temps en temps. Bon. Ça, il y en a qui se continuent de comprendre. Bon. Est-il envisageable d'accepter comme pensée juste une perception de ce qu'on devrait faire? La pensée juste, c'est la perception de ce qui est. La préscience relie la pensée juste et la perception de ce qui doit être fait. Conséquentiellement et écologiquement. Ça inclut donc l'extérieur en même temps que soi. Et qui comporterait énormément de frustration? Non. Ça en comporte, ça n'a rien à voir. Ça en comporte pas, ça n'a rien à voir. La pensée juste est reliée à la conséquentialité de nos actes et à la façon dont on est capable d'éliminer les mots qui finalement supportent que de l'émotion. Les mots qui supportent de l'émotion ne sont jamais justes. Le mot beau n'est pas juste. Si je dis j'ai vu une fleur, beau de 1 à 10, là, 7. Il y a une meilleure idée de l'un du genre de fleur que j'ai vu. Mais là, moi, je vais lui dire la lampe ici, là, de 1 à 10, c'est comment? Alors, s'il me dit 8, bon, parfait. Les fleurs étaient 4. On va se comprendre. Mais là, je mets des mots qui sont beaucoup plus justes. Et l'humain peut trouver ça con et plat, pas de problème. Mais il va continuer à chicaner. L'alcool, en abrutissant la pensée, peut-il amener une pensée plus ajustée chez une personne stressée? Chez une personne stressée, la personne, elle est trop dans les airs. C'est l'estrifié. L'alcool, comme la cigarette, comme beaucoup de nourriture, terrestrifie l'individu. En termes anglais, c'est mieux compris au français, quand une personne est trop flyée, il faut qu'elle se ground. Bon. L'alcool, en abrutissant la pensée. L'alcool, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle baisse la vibration neuronique, empêchant l'individu de voir trop clair, donc de penser à trop de choses. Par contre, elle n'amène pas une pensée juste, elle terrestrifie un peu, ce qui peut aider à l'individu à supporter sa pensée. Lorsqu'il en prend trop, elle engendre une communication, la vibration neuronique devient tellement lente que finalement, ce sont des projections lentes du monde de la mort, du monde astral, de la conscience collective, qui finissent par être transmises par l'individu, et c'est là qu'il a une pensée qui est extrêmement déphasée avec ce qu'il est normalement. Ce qui arrive avec le phénomène de l'alcoolisme. L'alcool, le beurre d'épinote, les bananes, la cigarette, énormément d'individus qui fument, c'est con pour la santé physique. Dans la majorité des cas, c'est ça qui leur permet de continuer à vivre leur évolution. Donc, ce n'est pas nécessairement con de fumer. C'est con de commencer. Mais c'est pas nécessairement con de continuer. Parce qu'il y a énormément d'individus qui se terrestrifient avec la cigarette, sinon ils deviendraient fous. C'est peut-être fou de fumer, ça empêche d'être fou. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, donner un sens à sa vie? Bon, donner un sens à sa vie, ça peut vouloir dire, dans la majorité des cas, essayer de se mettre une carotte en avant pour cesser de se perdre en étant convaincu qu'on n'avance pas parce qu'on n'a pas de but. Donner un sens à sa vie, étymologiquement, voudrait dire finir par enligner sa condition planétaire. Définir que c'est par là que je m'en vais. Mais par là que je m'en vais ne veut pas nécessairement dire c'est là que je vais. Et c'est très important. L'individu qui veut donner un sens à sa vie ne doit jamais mettre un but fixe. Quand il l'aura atteint, il lui restera le suicide. Parce que le but étant atteint, il n'y a plus de but d'envie. Je vous expliquais que la pensée juste permettait à l'individu de se réorienter continuellement. Pas de problème. Ça va pas marcher. Non, mais je vois ça là, parfait. L'individu qui se fixe un but dans la vie ne doit pas mettre une carotte plaisante au niveau de l'ego. Il doit déterminer des choses qui lui sont utiles. La première chose qu'un être humain doit aller chercher,
ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la jouissance. La première chose qu'un être humain doit aller chercher, s'il n'est pas trop malade physiquement, c'est l'argent. Bon. C'est peut-être un centre d'évolution ici, mais ça n'empêche pas que ce soit pareil. Bon. D'autres conférenciers diront d'autres choses. Lorsque l'être humain a suffisamment d'argent, je ne parle pas des millions de dollars, mais l'être humain doit être désassujetti des contraintes stressantes de la matière. Chaque être humain qui est endetté ou qui n'a pas suffisamment d'argent ou qui doit toujours calculer à la scène près est un être humain qui est l'esclave total des forces de manipulation. Il va voler ses chums ou les autres, il ne pourra jamais donner, il va être avare, il ne dépensera pas, il va avoir de la misère à communiquer son émotion, son amour, il dépensera énormément tout ce qu'il a des magasins pour se prouver qu'il est riche, il devra se priver après, il sera toujours enchaîné par la dette à la société ou à autrui, il n'est pas libre, il ne peut pas être libre. Oui, mais moi je suis malade, oui, tu aurais besoin de prendre un mois de vacances, je sais bien, mais je n'ai pas l'argent. Voilà. Moi j'aimerais ça suivre tel cours, mais c'est bien trop cher, c'est jamais trop cher. Grouille tout le derrière. Quand ça sera fait pour toi, tu auras ce qu'il faut pour. Moi, j'aimerais ça changer mon mobilier de salon, parce que je déteste la maison, je meurs dedans. Parfait. Ça, si tu aurais de l'argent, tu pourrais le faire. La première chose, c'est de se gréer d'un pouvoir financier qui est ajusté à l'intelligence qu'on a besoin. Le but, on peut placer un but. Le but qu'on peut placer, ça serait voir ce que je suis venu foutre sur la planète Terre. C'est pas un but trop gros, c'est un but brillant. Quand tu verras, tu pourras en aligner d'autres buts. Mais pour voir ce que je suis venu faire sur la planète Terre, qu'est-ce qu'il me faut? Puis en attendant, il faut que je vive. Parfait. C'est un autre but. Il faut que j'aille une santé convenable. Parfait. C'est un autre but. Il faut que j'aille une certaine dose de nourriture égoïque pour pas désespérer, m'ennuyer, avoir le cafard. Parfait. Un phénomène émotif. On place certaines choses. Puis après ça, on place en ordre lequel est le plus important. Quelqu'un qui dit, ben moi, c'est émotivement, faut que je sois comblé. Après l'argent. Celui-là, il risquera jamais d'arriver à rien. Parce qu'émotivement, quand tu es comblé, il y aura nécessairement peur que ceux qui comblent son affection partent. M'en avoir des enfants, ben, ils comblent affectivement, après ça, je fais de l'argent. Mais non, pour avoir des enfants, ils vont te combler, tu n'auras pas d'argent. Fais-leur confiance. L'être humain doit s'enligner pour certaines choses. C'est un péché que d'être pauvre. Ça bloque carrément l'évolution de l'humain. Ça l'empêche d'arriver quelque part. Le gars ou la fille va dire, oui, mais moi, quand j'étais pauvre, j'ai découvert ça. Impeccable, j'ai rien contre. Moi, quand j'étais riche, j'ai découvert les mêmes choses que toi. Oui, mais j'en connais que quand ils sont riches, ils font plus rien. C'est impeccable, ils sont en train de s'initier. Ils vont se frapper le nez à un moment donné, puis ils vont voir. Hein? Bon. Commencez par avoir des cents. Pas des millions. Attendez pas d'être riche, faites quelque chose. Quand vous en avez juste ce qu'il faut, faites quelque chose. Après ça, je n'aurai plus. Tu recommenceras. Il y a eu un temps où tu n'avais pas, tu vivais. Maintenant que tu l'as, serre-toi-en. Sinon, ça vaut pas la peine que tu l'aies eu. Alors, la personne qui se fixe un but dans la vie, elle doit avoir un but intelligent et conséquentiel qui va l'amener à un point de vue où elle pourra décider. Mais moi, je veux aider l'humanité. Moi, je veux évoluer. Moi, je veux vivre en santé. Moi, je veux avoir une maison sur le bord de la... Moi, je veux faire la bonne voie. Je veux avoir une famille. Je veux aider les handicapés. Je veux sauver le Vietnam. Je veux écrire une nouvelle Bible. Parfait. Quand tu auras une liberté matérielle, quand l'homme a une liberté matérielle, oh, moi, je travaille pour le gouvernement fédéral, je suis pilier social, moi, j'ai une liberté matérielle. Non. Parce que tu te plains toujours que tout est trop cher. Sauf le spectacle. L'être humain qui n'a pas de liberté matérielle est un être humain qui est l'esclave de la société, l'esclave du collectivisme dépendant d'autrui. Travailler en collaboration, c'est essentiel pour finir par se libérer de la matière. Mais dépendre de tout le monde pour avoir l'impression de s'en libérer, c'est faux. Il y en a qui sont sur le chômage, il y en a qui sont en assistance sociale, puis qui vont dire, oui, mais ce qu'il dit là, moi, je ne pourrais jamais l'appliquer. C'est faux. Même assistés sociaux, on peut ramasser de l'argent. Puis même chômeur, on peut s'organiser, faire de quoi. Puis même travailleur. J'ai l'idée du monde que j'ai connu, puis il y avait des dettes. Ça se pouvait pas, ils pouvaient pas arriver, il pouvait pas, fallait qu'il y ait une augmentation. Alors moi, j'ai fait rien qu'une chose, j'ai confisqué leur carte de crédit. Puis maintenant, ben, ils n'ont plus de dette. Ben, ils ne peuvent plus en accumuler. Ils vivent-tu moins pire? Non. Ils ont souffert une semaine ou deux d'insécurité. Présentement, ben là, ils ont des cartes de crédit qui payent. L'être humain, quel que soit le point de départ, doit s'arranger pour se libérer de certaines contraintes. Il y en aura toujours pour l'instant. Il n'y en aura pas toujours tout le temps. On est pogné avec des corps physiques qui ont besoin de sommeil, d'alimentation, ceci, tout ça. On est pogné avec des corps vitaux qui ont besoin d'énergie.
Yann, Yin, solaire, luminal, tellurique, etc. On est pogné avec des égaux qui ont besoin de se nourrir aussi, d'affection, d'en donner, d'en recevoir, de se faire masser. Bon, un paquet de cossins. On est pogné avec des phénomènes mentaux qui veulent à un moment donné triper sur des discussions de salon, légiférer sur des choses. Correct, c'est beau. Mais à travers cela, tous ces véhicules-là sont essentiels. Mais on tripe sur les résidus, sur les effets secondaires du corps, de l'homme, au lieu de voir les choses convenables de l'homme, dur à voir. L'individu doit continuer à vivre, de fonctionner, pas s'en faire. Chose importante. La pensée juste, ça se développe, ça se cultive. Après une conférence, clac, on n'est pas des pensées justes. La pensée positive, ça y a pris plusieurs dizaines d'années à s'installer, puis ça a sauvé énormément d'individus. La pensée juste, ça se cultive, ça se développe. Ça se pousse au cul, cultiver, hein? Bon. La semaine prochaine, on parle de la culpabilité. Ça aussi, ça commence par cul. C'est là qu'on le met. C'est très important de finir par vibrer carrément qu'on est coupable de rien. On peut être responsable de certaines choses. En attendant, amusez-vous. Puis bon film au cinéma. Merci beaucoup, Daniel.